Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Comme tous les soirs, depuis maintenant quasiment 2 mois, nous sommes en direct. Je crois qu'il y a eu une semaine où il y a eu des rediffusions, mais pour le reste du temps, on était toujours en direct. Donc, je vous remercie d'être infiniment nombreux à venir nous rejoindre tous les soirs. On gagne en puissance, on gagne en public, on gagne en qualité d'émission, on gagne en puissance d'invités. C'est absolument fantastique de voir tout cela. C'est une chaîne se construire ainsi et de voir des émissions toujours plus fortes les unes que les autres, avec des invités de marque et des sujets qui sont absolument passionnants. Ce qui me concerne de les préparer, c'est un réel plaisir. Et quelqu'un qui me disait aujourd'hui, mais quand est-ce que tu vas lever le pied? Quand est-ce que tu vas arrêter? Quand est-ce que tu vas prendre un peu de temps pour toi? Je dis que le temps pour moi, je le passe avec vous parce que c'est vraiment du bon temps. Je prends vraiment énormément de plaisir, je tiens à le dire. Et je pense que ça se ressent du reste, c'est ce qui fait aussi un peu le succès de cette émission. C'est que on sent que les sujets sont tellement variés, tellement forts, tellement puissants. Alors, je vais vous donner, pendant que les gens arrivent, je vais vous donner un peu le programme de cette semaine qui est quand même superbe. Avec demain, on aura Jim qui viendra et on abordera et on revisitera tous les sujets phares de la semaine. Ça va être un décryptage à sa façon qui va être superbe avec notre ami également Patrick Martini. Jeudi, une émission surtout à ne pas rater avec Julien Garofalo, vous savez, celui qui a la liste des 160 000 francs-maçons de France et qui viendra avec l'une de ses collaboratrices qui a également donc cette liste en main. Et on verra qui de nos gouvernants est franc-maçon, parce que je pense que c'est un sujet quand même absolument essentiel de nos jours, savoir qui est qui par rapport à quoi, comment se situer, et voilà, y compris même, et on abordera le sujet, dans cette pseudo-opposition qui est la nôtre aujourd'hui et qui fait toujours 1% des voix, alors que partout ailleurs, on voit que les mouvements souverainistes dépassent les 20 ou 30%. Pourquoi en France, on reste à 1%? Vous aurez peut-être l'explication. Et il viendra, Julien Garofalo, nous parler également de Marine Le Pen, puisqu'il a une information de toute première importance à vous livrer sur Marine Le Pen. Donc ceux qui sont lepénistes ici et qui nous regardent ce soir seront intéressés par cette interview de Julien Garofalo et de sa collaboratrice qui s'appelle Céline, je crois, et qui viendra donc jeudi. Après, vendredi, nous avons également un très beau programme avec le retour d'Abdel. Abdel qui a fait le succès de la Une TV et qui est de retour parmi nous, qui vit aujourd'hui au Maroc, qui a laissé sa famille en France. Ils sont venus le chercher, ils l'ont amené au Maroc. Tout ça parce qu'il avait des propos qui n'étaient pas forcément, je dirais, qui n'étaient pas forcément très très bordés de toutes parts. Et donc Abdel sera de retour sur cette antenne. C'est un ami et nous aurons beaucoup de plaisir à l'accueillir avec David Chaumienne, qui est un peu une des révélations de cette chaîne, un homme qu'on a découvert, qui a une plume extraordinaire et qui nous fait des vidéos topissimes. Voilà, donc ça c'est pour vendredi soir. Samedi, on aura Olivier qui habite à Calgary et qui va, figurez-vous, le lendemain voir Trump chez lui. Chez lui. C'est extraordinaire quand même. Et il va nous dire un peu le contexte, comment ça se fait, comment ça s'organise, qui y aura et tout ça. Bon. Donc là, c'est un très gros événement, ça sera samedi. Et puis dimanche, on aura cette chance incroyable d'avoir une femme assez exceptionnelle, il faut bien le dire. Je pense que ceux qui la connaissent le pensent. C'est Marion Sigaud qui viendra donc sur cette antenne dimanche soir. Vous voyez, vraiment un programme en perspective des plus puissants sur cette chaîne, toujours plus. On va aller toujours plus haut et vous allez voir, on va faire un véritable carton. Pas forcément d'audience, même si l'audience est, mais en tout cas, en termes de contenu et puis de puissance de frappe au niveau politique, je pense que c'est très très important d'être présent le soir pour nous regarder, pour nous encourager, pour faire passer le message, parce qu'on va devenir un contre-pouvoir médiatique très fort dans les semaines et les mois qui viennent. Alors, ce soir, nous avons la chance d'accueillir autour de ce sujet phare, l'intelligence artificielle, qui est un sujet aujourd'hui ô combien d'actualité. On va tout savoir sur l'intelligence artificielle.
l'éthique, le militaire, l'économie, comment ça se passe. Beaucoup de gens se disent, mais qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? C'est vrai que je voyais un compte-rendu de ce qu'on faisait des audiences avec les gens qui me regardent. Alors, c'est à peu près la moyenne, c'est 48 ans. 48 ans. La moyenne d'âge des gens qui me regardent, c'est 48 ans. Féminin à 60%. Bon, ça, je salue toutes les dames qui sont présentes ici ce soir. Il y a Mina pour commencer. On va parler également de Baria, on va parler de Victoria, on va parler de Ulrich, je crois que c'est un homme. Tori Kira, Stéphane, Xavier Baudet, qui est là très souvent, qu'on salue, Raymond, Mickey, et puis tous les autres qui sont là. Bon. On m'a demandé de ne pas afficher vraiment le chat en direct. Plusieurs personnes me l'ont dit, donc bon, je me plie à leur desiderata parce que c'est vrai que ça perturbe un peu l'attention et ça enlève un peu de puissance à ce que disent nos invités. Comme ils sont passionnants, ben on va les écouter religieusement sans rien lire par ailleurs. C'est pas pour autant qu'à la fin de l'émission, on prendra une dizaine de minutes, messieurs, juste pour relire un peu les messages du chat que j'aurai moi en direct. Et on va en sélectionner certains avec des questions sûrement qui ne manqueront pas de vous être posées. Voilà, l'intelligence artificielle, on y va maintenant tout de suite. On est déjà extrêmement nombreux ici sur cette antenne et on va voir ça à travers, vous êtes habitués à la minute du jour qui pose un peu le décor en la matière. Et on se retrouve juste après avec nos invités. Bonjour, émission exceptionnelle ce soir sur la Minute de Ricardo concernant l'intelligence artificielle, au cœur, vous savez, de ce fameux triptyque avec le transhumanisme et la robotique. Comme nous le dira si bien François Dubois, qui étudie l'intelligence artificielle dans les milieux militaires notamment depuis des années. La course est maintenant lancée. On ne peut plus faire marche arrière. La boîte de Pandore est ouverte. Tous les jours, de nouveaux modèles sont là pour générer des cyberattaques. Et si on ne rentre pas dans la course et qu'on ne développe pas de contre-feu, alors on sera la victime expiatoire désignée de ce système. Macron veut faire alors, c'est son seul domaine aujourd'hui réservé, de la France la capitale mondiale de l'intelligence artificielle. Encore un côté complètement mytho, comme celui qui a englouti le cloud dans les années passées, auparavant où la France a perdu des centaines de millions d'euros. Certes, tout le monde aime venir à Paris, ce qui a été le cas cette semaine pour ce fameux congrès mondial aux frais de la princesse qui est ruiné, mais avec la Macronie, les budgets d'esbrouf, vous savez, n'ont pas de limite. Pourquoi tout ceci finalement n'est qu'un leurre? D'abord parce que les principales start-up françaises que l'on met en avant sont déjà sous pavillon américain. Ensuite, parce qu'il y a des impôts en France et une réglementation européenne qui a plongé la France dans le gouffre et qui décourage aujourd'hui beaucoup de monde. Et ensuite, parce que le marché francophone est beaucoup trop étroit aujourd'hui en la matière pour rivaliser bien sûr avec les anglo-saxons ou encore avec les Chinois. Nous verrons donc également dans cette émission l'impact écolo, alors que Macron, là aussi de façon putassière, s'est battu pour nous faire passer l'escrologie comme la règle d'or depuis ses différentes mandatures. Mais combien faut-il de centrales nucléaires pour faire fonctionner cette fameuse intelligence artificielle? Nous verrons donc les enjeux de cette soirée exceptionnelle tout de suite après la pub. Il y aura donc la présence également ce soir d'un des directeurs de grands groupes. Il les a fait quasiment tous, qui dorénavant a préféré sortir du système pour mettre ses compétences au profit d'une start-up. Le danger derrière l'intelligence artificielle, il est ontologique. L'approche doit être holistique et extrêmement pédagogique, comme nous le verrons ce soir sur cette antenne, YouTube, Twitter, Facebook de la Minute de Ricardo. Nous enchaînons, vous le voyez depuis une semaine, les soirées exceptionnelles sur cette antenne. Le public du reste ne s'y trompe pas et répond incroyablement présent le soir en direct à 21h. Merci pour votre soutien et de faire connaître cette chaîne à tous vos amis. Ce soir, vous comprendrez les enjeux, y compris éthiques, bien sûr, de toutes ces questions-là, avec deux hommes en plateau extrêmement brillants et pédagogues. À ce soir, 21h en direct, et inscrivez-vous donc dès maintenant sur la Minute de Ricardo pour obtenir le temps voulu, un reminder. Merci, au revoir. Messieurs, bonsoir. Merci infiniment d'être avec nous sur ce sujet qui est ô combien d'actualité. Je le disais, tout savoir donc ce soir sur l'intelligence artificielle avec ces deux invités.
On a bien sûr François Dugois, que vous connaissez maintenant sur cette chaîne, ex-gendarme, auteur et conférencier. Et puis ce Malo, qui est ce directeur de grands groupes. Alors on va commencer peut-être par sa présentation à lui. Toi, Malo, tu as travaillé quasiment dans tous les grands groupes, hein, on peut le dire. Oui, effectivement, j'ai travaillé aussi bien dans des grands groupes français, du genre Capgemini, Bull, Atos, et dans des groupes étrangers comme Hewlett Packard. C'est assez intéressant de comparer justement la culture et les approches de ces différentes entreprises. Et puis, depuis quelques années, j'ai souhaité quitter cet univers-là pour aller plutôt vers des startups, en créer la branche française d'une startup dans la gestion de l'information il y a quelques années, et puis désormais une startup qui est dans l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle, François, qui fait peur, on l'a vu dans cette minute de présentation aujourd'hui, hein, beaucoup de gens sont extrêmement réticents, sont sous, je dirais, sous la peur aujourd'hui d'affronter cette technologie qui dépasse le simple cadre de la technologie. Finalement, c'est pas qu'une technologie simple, elle change la nature humaine, elle transforme aujourd'hui, on peut le dire, notre humanité, hein, c'est bien cela. Oui, alors l'intelligence artificielle, c'est un outil avant toute chose. L'outil est-il intrinsèquement dangereux? C'est la question. Je ne le pense pas. C'est plutôt le modèle de société qui va l'exploiter qui va être dangereux. Aujourd'hui, effectivement, avec l'intelligence artificielle, on a ouvert la boîte de Pandore. Pourquoi? Parce que on vit dans un monde qui actuellement suit une axiologie performative, concurrentielle, et qui s'inscrit donc dans la compétition constante, compétition économique, compétition militaire, et donc maintenant aussi compétition informatique. Les capacités de l'intelligence artificielle permettent de démultiplier de façon vraiment phénoménale les possibilités de production, mais aussi les capacités des armes, les capacités aussi à pirater les systèmes informatiques, etc., etc. Donc celui qui ne rentre pas dans la course aujourd'hui s'expose à un grave danger quelque part, puisqu'il va être automatiquement vassalisé par une puissance qui bénéficie d'une technologie supérieure et qui aura les moyens de le dominer par ce biais. Parce que aujourd'hui, l'IA, elle est de partout. Je pense que les gens n'ont pas vraiment conscience à quel point l'IA est devenue, occupe le quotidien, on va dire, et à quel point c'est un outil monumental. Aussi, je pense que c'est une invention quelque part qui est aussi importante que l'électricité ou l'automobile, ou même peut-être même plus lourde de conséquences encore sur le plan géopolitique que la bombe atomique. Et les gens n'ont pas encore pris conscience qu'on est en plein dedans. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand on parle IA, on est quand même presque encore dans le domaine de la science-fiction, alors qu'en réalité, les enjeux de politique, les enjeux géopolitiques de demain ont presque pour clé de voûte maintenant l'intelligence artificielle. C'est pas un hasard si Trump, en arrivant au pouvoir, une de ses premières mesures, c'est d'annoncer le plan Stargate à hauteur de 500 milliards de dollars. Il a précisé notamment qu'il voulait faire des États-Unis, et ça il l'a dit en visio à Davos, il voulait faire des États-Unis la capitale de l'intelligence artificielle. Je pense qu'il a compris les enjeux qui sont derrière, et il veut maintenir d'ailleurs le leadership américain en la matière. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a beaucoup d'entreprises qui sont en concurrence, mais il y a de fortes tensions qui existent entre la Chine et les États-Unis. Et les plus grosses multinationales, celles qu'on appelle les hyperscalers, les entreprises de la tech, sont essentiellement, on va dire, américaines et chinoises en termes de concurrence. Et alors derrière l'IA, comme je le disais, il y a d'énormes enjeux géopolitiques parce que il y a aussi des enjeux énergétiques.
Ouais, c'est ça. Bah, ça, on va en parler, L'IA, bien sûr. On va l'IA, voilà, c'est une. bien sûr en parler tout à l'heure. Ouais. Malo, sur la dangerosité là, qu'évoquait François, tu es d'accord là-dessus? Oui, je suis d'accord dans la mesure où l'IA n'est pas un danger intrinsèquement, c'est un outil, comme François le disait très bien, et tout va dépendre de ce que l'on en fait. On dit souvent: «Science sans conscience n'est que ruine de l'âme». Je pense que ça sera particulièrement vrai en la matière. Heu, il faut prendre conscience, je pense de pourquoi l'IA est là aujourd'hui. Il n'y aurait pas d'IA s'il n'y avait pas eu les moteurs de recherche à la Google. C'est un préalable technologique et il n'y aurait pas eu de moteur de recherche Google, s'il n'y avait pas eu, le réseau internet, par exemple. Il n'y aurait pas eu internet s'il n'y avait pas eu des moyens de télécommunication et puis l'invention de l'informatique et puis il n'y aurait peut-être pas eu d'informatique s'il n'y avait pas eu, vous savez, le métier à tisser de jacquard. On dit que c'est souvent l'ancêtre des automates, donc pour automatiser le tissage. Tout ça, finalement, on voit que ça s'enchaîne de manière assez naturelle et ce n'était qu'une question de temps pour que l'IA émerge. Alors, en étant financé, surfinancé par certains groupes, par certains intérêts, évidemment, elle a pu arriver sans doute un petit peu plus vite. Mais de toute façon, il ne faut pas se cacher qu'elle serait advenue. Et donc, tout est dans ce que l'humanité sera capable d'en faire, d'espérer et de rêver le meilleur avec, ou de subir le pire. Voilà. Donc, ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que vous avez, vous, une vision eschatologique un peu des choses. Vous êtes, bon, on va pas le cacher, hein, mais vraiment des croyants très spirituels. Donc, c'est cette dimension-là, moi, qui m'intéresse aussi sur cette chaîne, c'est de remettre un peu, alors, sans être forcément bigot, si vous voulez, mais le chrétien au centre du système avec une vision qui est un peu périphérique sur les choses et qui permet de mieux comprendre et de mieux discerner tout ce qui nous arrive aujourd'hui pour nous et surtout pour nos enfants. La première grande question qu'on peut se poser ce soir et que le public se pose, c'est que on l'a vu, Macron, on l'a dit dans la minute, hein, a essayé de réunir tout le beau monde à Paris au prix d'investissements colossaux, bien sûr, pour des réunions ultra médiatiques. Est-ce que vous pensez que la France, aujourd'hui, messieurs, je demanderais vraiment des réponses qui fassent entre 2 et 3 minutes, mais est-ce que vous pensez que la France a un grand rôle à jouer aujourd'hui dans ce domaine ou au contraire, François a pris un retard certain? Alors, 2 ou 3 minutes, c'est assez court, mais oui, je pense que, alors si on parle aujourd'hui, la France ne peut pas jouer un rôle important dans le milieu de l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas structurellement prête pour être autonome en la matière. Je pense qu'il y a un problème en France aussi de souveraineté de données. Il y a, il y a beaucoup trop de données et de domaines qui sont encore confiés aux GAFAM, finalement. On a aussi un effet d'échelle qu'ont les Américains, dont on n'a pas encore bénéficié, parce que les entreprises françaises n'ont pas du tout la même portée, on va dire, internationale que les entreprises américaines. Donc l'un dans l'autre, et qui plus est, les entreprises américaines qui ont aussi quand même bénéficié de financement et de réglementations spécifiques qui ont permis leur essor, mais déjà depuis des années et des années. Donc on a, je pense, en la matière un retard à rattraper, comme pour tout le reste d'ailleurs, c'est-à-dire que depuis l'élection de Trump, l'Europe entière s'était endormie parce que vassalisée aux États-Unis et donc travaillant à chaque fois main dans la main avec les États-Unis. Et puis aujourd'hui, elle se retrouve dans une situation où elle est quasiment en position antagoniste, du moins sur le plan idéologique, mais bientôt sur le plan commercial, avec les États-Unis. Donc on passe vraiment du coq à l'âne, et du jour au lendemain, il faut redéfinir les stratégies. Et bien entendu, on a des dirigeants qui n'ont pas anticipé, tellement ils avaient confiance en eux, je pense, et en la réélection des partis démocrates. Donc c'était il va y avoir un temps de réadaptation, c'est clair. Et pour l'instant, non, je pense que la France n'est pas du tout opérationnelle à ce niveau, sachant que vraiment, je pense que le facteur autonomie est très très important.
Et là, on n'y est pas. D'accord. Malo, c'est ton point de vue également? Je vais nuancer, c'est ça qui est rigolo, hein, c'est Ah bah d'apporter oui, il faut. Hein, et si vous quelques êtes dans le même sens, divergences. c'est pas drôle. Je dirais que la France est toujours dans la course, clairement, au niveau de l'IA. Qu'est-ce qu'il faut pour réussir dans l'IA? Il faut un système éducatif de haut vol, même si c'est en chute, on a quand même toujours un assez haut niveau scientifique, même si encore une fois, toutes les grandes écoles voient leur niveau chuter. On l'observe partout. Il faut que les différents acteurs du système, pas seulement les universités, collaborent, qu'il y ait des synergies avec le milieu industriel. Là, on voit que la France ne se comporte pas très bien, probablement à cause de la trop grande proximité avec le milieu politique, peut-être aussi à cause de la trop grande centralisation à Paris de tous les pouvoirs. Donc ça manque d'oxygène, ça manque de circulation entre PME, grands groupes, universités, etc. Mais c'est rattrapable. Ensuite, il faut de l'énergie à bas coût. Là, je vais parler au passé, donc on était très bien en France, avec certainement une énergie qui était à bas coût, largement disponible en quantité, fiable, pas cher, bref, tout ce qu'il fallait pour pouvoir réussir dans l'industrie de manière générale. On ne parlera pas de l'industrie, mais ce serait un autre sujet. Et puis dans l'IA en particulier, qui consomme beaucoup d'énergie. Donc là, on était très très bien, et puis on voit que les gouvernements, depuis plusieurs décennies, ont dégradé la situation. Et puis enfin, je dirais le troisième grand ingrédient nécessaire au succès de la démarche d'adoption de l'IA, c'est certainement d'avoir une réglementation juste, c'est-à-dire ni trop contraignante, bureaucratique, ni trop laxiste, car effectivement, il y a des dangers certains avec l'IA, et il faut trouver ce juste milieu. C'est un véritable challenge, d'ailleurs, d'y parvenir. Donc, en conclusion, concernant la France, Richard, je dirais que on n'est pas décroché, on est dans la course. On pourrait être certainement au premier plan mondial. D'ailleurs, si vous regardez euh, les Français à l'étranger, on en voit dans toutes les sociétés, dans toutes les équipes d'IA de la Silicon Valley, par exemple. Donc le problème n'est pas vraiment là, il est peut-être aussi, alors oui, c'est un point que j'avais oublié, en disant le quatrième point nécessaire au succès de l'IA, c'est le financement. Et là, ce que l'on voit en France, au-delà de l'IA d'ailleurs, c'est que les startups se financent assez bien au niveau de leur création, mais par contre, paradoxalement, une fois qu'elles commencent à décoller, c'est-à-dire une fois qu'elles ont prouvé la faisabilité de leur approche, de leur produit. Le POC le prouve Ouais, en concept. c'est ça. Donc là, elles ont de l'argent facile pour faire des POC, et peut-être Ouais. même très au-delà de ce qui se passe dans la Silicon Valley. Là, il y a peu de gens qui le savent. On est un meilleur pays pour tout ce qui est faire émerger une startup et faire le POC que vous mentionnez. Mais par contre, tout le problème est dans le passage à l'échelle quand la startup veut commencer à rayonner à l'international, et c'est nécessaire qu'on le veuille ou pas, qu'on le déplore ou pas, parce que sinon on se fait manger par des requins plus gros que soi. Et donc, c'est sur ce passage à l'échelle que là, les financements se font plus frileux, paradoxalement. Et donc, nous sommes devenus, la France, une sorte de machine à créer des startups à pas cher qui se font racheter par des grands groupes. C'est ça, c'est Exactement. ça, c'est très intéressant. Alors, tu évoquais un des aspects fondamentaux, c'est que les Français, notamment dans ce domaine, se lassent quand même du fonctionnement de règles imposées par Bruxelles en matière de réglementation, notamment également sur l'IA. Hein. Et donc, ça décourage beaucoup de gens, l'imposition, on l'a dit dans la minute, et puis ça, cette réglementation quand même à outrance qui aujourd'hui tétanise en fait les investisseurs de venir ici. François, on le voit donc à travers ce que vient de nous dire Malo aujourd'hui, il y a en fait deux gros pôles. Toi qui étudies ça de très près, qui est conférencier, qui est auteur, qui étudie la question depuis des lustres, qui va écrire un livre là-dessus sur l'IA, on voit qu'il y a deux gros pôles en fait aujourd'hui. C'est vraiment d'un côté la Chine et de l'autre côté surtout les États-Unis. Hein.
Oui, ce sont les pôles majeurs. Bon, après, il y en a d'autres, mais ce sont les pôles majeurs parce que effectivement, il y a des mastodontes de la tech, que ce soit aux États-Unis ou en Chine. Et on voit que la concurrence est rude. Ben, en témoigne la récente déclaration des Chinois lorsqu'ils ont annoncé DeepSeek, DeepSeek, hein, c'est qui DeepSeek, hein, c'est ça, hein. qui est une IA particulièrement économe en énergie et donc qui a fait dévisser le marché, et notamment des entreprises américaines. Et pourquoi? Parce que derrière, les enjeux sont colossaux. C'est-à-dire que si je diminue ma consommation d'énergie de mon IA, je diminue par effet de cascade les coûts de production derrière. Donc, et comme aujourd'hui, si vous voulez, l'IA est utilisée dans plein de domaines, dans plein d'applications, dans l'industrie, dans l'ingénierie, eh ben, ça représente des coûts phénoménaux. Donc, il y a une véritable course à l'économie d'énergie maintenant dans la conception de l'IA. On cherche des modèles qui soient de moins en moins énergivores. Oui, parce que l'énergie, toi, t'en parles beaucoup, hein, François. C'est vrai que c'est un des domaines clés là-bas dans ce domaine. Il faut des centrales nucléaires quasiment entières pour faire fonctionner l'IA aujourd'hui. Et puis, il y a un problème d'eau. Est-ce que tu peux nous expliquer ça, l'eau, qui est cruciale là-dedans? Alors, effectivement, il y a une consommation d'eau qui est nécessaire et à la production d'électricité que consomme l'IA et au refroidissement aussi de tous ces systèmes, qui est assez colossal, puisqu'il y avait une étude qui avait montré, je crois que c'était pour l'année dernière, que l'IA, dans sa globalité, représentait une consommation d'eau sur Terre de 5 milliards de mètres cubes, hein, soit c'est supérieur à la consommation annuelle du Danemark. Et qu'il y avait aussi voilà de l'eau qui était rejetée et ça c'est valable après bah, de toute façon quand on produit de l'énergie hein, quoi qu'il en soit mais elle est rejetée chaude dans les écosystèmes donc ça peut perturber ou alors parfois aussi évaporer comme Microsoft qui a rejeté 700 000 toujours d'après la même étude là c'était 700 000 litres d'eau évaporée dans l'atmosphère avec des conséquences qu'on maîtrise assez peu euh, pour euh, pour les aspects météorologiques et consorts. Donc effectivement, à ce niveau-là, il y a quelques enjeux. Il y a aussi forcément les enjeux qui sont liés ben, à la recherche des matières premières, hein, parce que qui dit développer des systèmes informatiques, quoi qu'il en soit, et ça c'est un peu plus général, dit aller extraire des matières premières, donc dit redéfinir les impératifs géopolitiques. Et d'ailleurs, à ce propos, c'est fort regrettable que la France ait perdu du terrain en Afrique au profit de la Chine, qui ne s'implante pas là-bas pour rien. Ça, ça, il faut le souligner. Donc oui, Oui. oui, il y a des enjeux qui sont d'ordre énergétique et qui redéfinissent aussi effectivement la géopolitique. Il faut savoir que des pays particulièrement ensoleillés peuvent aussi tirer profit de leur climat pour alimenter avec des panneaux Ok. solaires ou quoi des systèmes de Ok, donc façon ça, on autonome. a vu effectivement tout le côté environnemental. On va pas passer la soirée là-dessus parce que c'est pas trop notre tasse de thé ici sur cette chaîne. On va voir maintenant l'aspect très pratique parce que les gens en fait qui nous regardent, bon, ils trouvent ça très théorique là pour l'instant et ils aimeraient savoir en fait à quoi sert l'IA. Alors on va vous dire, par exemple, si on a envie d'aller dans un restaurant, par exemple, je sais pas quoi, gastronomique à Paris, disons, allez, on va prendre cet exemple-là. On va aller dans un restaurant gastronomique, on est à l'hôtel à Paris, après on reprend un avion. Donc l'IA organise tout en fait. C'est ça Malo. Le but de l'IA, c'est d'être une forme d'assistant personnel pour les personnes d'un certain niveau, visiblement, ou pas, ou c'est pour le kidam moyen. Ça sert à quoi en fait concrètement? Parce que les gens ne connaissent pas. Je pense qu'il y a 70% en tout cas des gens qui nous regardent, qui n'ont pas l'IA, qui n'ont jamais consulté l'IA en fait. Ils vont sur Internet tout simplement, ils tapent, voilà, ils posent une question et puis ils ont la réponse. Pourquoi l'IA en fait? À quoi ça sert concrètement? Est-ce que tu peux nous dire ça, toi qui as travaillé dans les grands groupes et qui as une vision périphérique des choses? Oui, je vais recontextualiser un peu en donnant une perspective un petit peu historique, sans remonter bien loin. L'IA a commencé par permettre de repérer des motifs, des récurrences dans des grands ensembles de données
Alors, par exemple, ça peut servir dans le ferroviaire à repérer les pannes de motrices ou dans des centrales nucléaires, etc., dans plein d'endroits. Hein. Donc, repérer des petits signaux faibles noyés dans des masses de données incroyables que sont les pannes, les températures de fonctionnement des équipements, etc. C'est assez inaccessible à l'être humain. Et les premières IA, au travers de l'apprentissage, en anglais on parle de machine learning, ont permis de repérer ce genre de motifs, de schémas finalement un petit peu sous-jacents, invisibles au premier abord, mais finalement cachés, noyés dans des grands ensembles de données. Je fais simple, hein, évidemment. Hein, quand on est spécialiste, voilà, bon, on pourrait nuancer à l'infini ce que je viens de dire. La deuxième étape dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est notamment, on va dire, la génération ChatGPT avec l'IA dite générative qui permet de générer des réponses par rapport à des questions, par rapport à des demandes. Ça peut générer des réponses textuelles et ça peut aussi générer des réponses sous forme d'images ou de vidéos. On peut demander à même créer un petit court-métrage de nos jours à des IA qui vont, sur la base d'un texte, générer voilà, un petit court-métrage. Bon, c'est assez bluffant. Donc ça, c'est ce qu'on sait faire aujourd'hui. Je dirais, c'est l'étape encore qui est très bien parce qu'au niveau éthique, on est pas mal. Ça permet notamment d'explorer de grands corpus d'informations, de grands corpus textuels. Donc imaginez que vous soyez scientifique, dans le médical, dans la biologie, dans la chimie, dans la littérature, dans l'histoire, vous pouvez poser des questions à des grands corpus numérisés et avoir des réponses synthétiques. Vous allez pouvoir retrouver l'auteur qui a prononcé telle phrase, ou même encore mieux, retrouver l'auteur qui a évoqué un concept. Vous voyez, vous ne savez pas exactement la phrase qu'il a prononcée, vous savez qu'il évoquait tel ou tel sujet, un historien, un scientifique, un religieux, ce qu'on veut, un penseur. Et l'IA va être capable de comprendre votre question, le langage que vous utilisez, et sera capable de répondre en analysant les textes. Donc on voit que c'est une sorte de moteur de recherche de Google, mais très très amélioré. Et là, je dirais, c'est assez, je trouve que ça reste assez éthique et c'est extrêmement intéressant pour apprendre vite, pour accélérer la recherche. Et là, tout un chacun peut en bénéficier. À titre personnel, je vais commencer à réfléchir, par exemple, à comment amener ça, par exemple, quand on s'intéresse à la permaculture, quand on s'intéresse à l'autonomie. Hein, Dieu sait que pour moins dépendre de ce système un petit peu critiquable, pour ne pas dire moisi, dans lequel on baigne, il faut pouvoir s'en défaire et donc gagner en autonomie. Et bien là, on peut imaginer d'avoir des modèles d'intelligence artificielle qui soient questionnables avec les questions que l'on se pose dans son langage, avec son niveau de maturité. Et puis, on peut demander à ce que la réponse soit niveau un enfant de 5 ans ou de 10 ans. Et là, l'IA adapte son discours. Bon, ça marche très, très bien. Voilà. Et puis le niveau d'après, c'est celui que tu évoquais, Richard, c'est celui qui est en train d'arriver. Là, voilà, on est au début, il y a un petit peu trop de buzz à mon goût. C'est celui des agents, les agents pseudo-intelligents qui eux vont être les majordomes, quoi, les majordomes. Ouais, les majordomes, les assistants, exactement, c'est ça. Et là, donc, on va pouvoir leur confier une tâche du genre trouve-moi un billet d'avion le moins cher pour aller en Toscane. Et donc, ça va, l'agent va aller chercher sur plusieurs sites internet, comparer les prix, comprendre mes habitudes, savoir que je n'aime pas faire de détours par tel ou tel pays, etc. Et donc là, on voit qu'on commence à avoir une IA un petit peu plus autonome. Vous voyez, on quitte le domaine de je requête un corpus informationnel et là, je demande à l'IA finalement de prendre ma place dans certains choix, de m'amener des choses toutes pré-mâchées sans que j'ai d'efforts à faire. Et là, on voit qu'on est sur une pente glissante qui pourrait nous amener après vers des agents, des assistants de plus en plus forts, de plus en plus compétents, qui sauront conduire la voiture autonome,
en disant, ben voilà, je veux aller à Nice, et ça nous y mènera tout seul. Voilà, on a tous entendu parler de ça, des voitures autonomes. Tesla est vraiment pas très très loin d'y parvenir, même s'il y a encore des soucis. Voilà. Et puis à terme, l'étape encore d'après, les agents, ça arrive on va dire dans les 2-3 ans qui viennent. Attention au buzz, hein, ils survendent, les vendeurs survendent les fameux agents. Il y en a en fait très peu qui soient vraiment convaincants et vraiment puissants à l'heure actuelle. Mais d'ici 2 ans, je pense que ça sera le cas. Et puis après, donc la dernière étape, ça sera ce que les grands groupes d'intelligence artificielle appellent l'AGI. C'est l'intelligence artificielle comparable à l'être humain. Alors, là aussi, il y a pas mal de buzzwords et de marketing. Ouais, parce que maintenant, j'ai vu qu'on pouvait discuter. Maintenant, les IA ont des visages quasiment de stars. Hein. Ils se créent des doubles virtuels aujourd'hui pour 20 euros et pour 450 euros. Mais j'ai vu qu'on pouvait avoir des images extrêmement pimentées, si vous voyez ce que je veux dire. Vautrer dans la luxure avec certaines stars que vous pouvez avoir et qui dupliquent leurs images et qui vendent leurs images auprès du grand public. Donc, on peut vraiment correspondre avec elles et puis faire tout ce qu'on veut quasiment avec ça. Donc, il y a des dangers évidents. Toi, François, tu t'y as intéressé déjà au départ parce que tu es vraiment dans la recherche et puis tu es également à travers ton métier, je veux dire, de gendarme dans effectivement tout ce qui est introspection et autres. Et donc là, tu as regardé notamment dans le domaine militaire. Hein. C'était ça qui t'intéressait Oui, oui. avec toutes les incidences au niveau militaire. Hein. C'est bien cela? Oui, oui. Alors justement, avant, je voulais revenir Ouais, vas-y. sur ce qu'a parlé, enfin ce qu'a dit Malo, qui est très intéressant. Je- sur le plan de la communication et sur le plan, on va dire, de la connaissance générale des gens, je pense que les personnes ont tendance quand même à se concentrer sur les IA dites génératives quand on parle d'IA. Si on prend le Quidam dans la rue, on lui parle d'IA, il va nous parler de ChatGPT, de Llama. C'est vraiment ce qui a le plus d'impact sur le plan politique. Euh, je pense que quelque part, ces IA-là, qui sont d'ailleurs gratuites d'accès, sont un peu des écrans de fumée qui cachent un petit peu l'autre facette de l'IA, qui est celle des IA spécialisées, qui sont utilisées dans les milieux professionnels et notamment d'ailleurs dans le milieu militaire. Et du coup, on parle pas trop de ces IA spécialisées et de leur exploitation et des risques qu'il peut y avoir derrière et de l'éthique qu'il y a derrière. Il y a un autre problème avec ces IA. Dans le milieu militaire, ça se passe comment dans le milieu militaire? J'y viens. Mais je voulais juste préciser sur ces IA dites génératives. Moi, je pense qu'il y a un danger qui est peut-être même d'ordre anthropologique à venir, qui est quelque part l'accoutumance des gens à ce type de logiciel, enfin d'IA dans leur quotidien, que ça devienne un outil du quotidien, au même titre que le téléphone portable est devenu un outil du quotidien, et donc qu'il y ait une forme de dressage à la sous-traitance de la pensée, et que on habitue les personnes à déléguer quelque part leurs réflexions à l'IA. Alors, je veux pas dire que l'IA réfléchit, parce que l'IA ne réfléchit pas. L'IA, elle va prendre des données, elle va les synthétiser, elle va restituer. Mais par contre, moi, je le vois avec mes élèves. Quand je demandais des devoirs, eh ben, de plus en plus, maintenant, on le réflexe d'aller chercher sur ChatGPT et d'avoir un devoir qui ressort tout fait, quoi, avec thèse, antithèse, synthèse, et voilà, typique IA. Et ça, quelque part, je pense que ça, si c'est pas contrôlé, ça peut être dangereux pour les générations à venir, donc il faut faire attention. Derrière ça, il y a la question de l'éthique aussi, puisque derrière ces IA génératives, il y a des modèles différents, il y a des IA dites ouvertes, des IA fermées, avec des possibilités d'intervenir ou non sur les codes. Mais quoi qu'il en soit, il y a toujours une supervision et quelque part, il faut s'inquiéter du fait que la réponse de l'IA ne soit jamais totalement libre ou neutre, je le pense. Euh,
quand on creuse un peu la question, on voit que il y a toujours une orientation quelque part dans la réponse des algorithmes, ou du moins des verrous qui sont installés, parfois à juste titre aussi, hein, pour des raisons éthiques ou des raisons de censure. Mais ça, c'est quelque chose, c'est un domaine qui va me paraître difficile à contrôler à l'avenir. Donc, et quoi qu'il en soit, même si par exemple l'Europe légifère là-dessus, hein, dans le domaine éthique avec l'IA Act, ou alors les États-Unis aussi ont légiféré par décret, il n'empêche que tout ça, quelque part, ça masque ce qui se fait dans les domaines, et là j'y viens, les domaines militaires et aussi médicaux des fois. Et en matière de recherche militaire, euh, il faut pas, enfin, je veux dire, on va pas se le cacher, hein, il n'y a pas d'éthique. Il n'y a pas d'éthique parce que dans la course à l'armement et dans la course aux capacités dissuasives et de destruction, on ne se limite pas. Donc effectivement, peuvent naître des dangers. Et tout ça, ça va avoir une incidence d'ailleurs sur la géopolitique mondiale et sur la réarticulation des armées et même leur composition, leur structure, sur les budgets aussi et sur les capacités des États à financer de ces nouveaux types d'armements qui sont beaucoup moins onéreux aussi et qui sont complètement différents. Alors, si je veux donner un exemple sur le plan militaire, on peut parler du conflit ukrainien, qui est extrêmement, comment dire, pourvoyeur d'innovation. Il y a un rythme d'innovation qui évolue à une fréquence colossale. On parle de fréquences de l'ordre de 3 à 6 semaines, avec à chaque fois des nouveautés que copie le camp adverse. Donc il y a des progressions énormes et surtout on commence à redéfinir la façon de faire la guerre et donc à redéfinir même structurellement la composition des armées. Et pour donner un exemple, la ligne de front ukrainienne, c'est à peu près 1500 km qui s'étend près de 1 à 10 km de large. C'est une des zones les plus minées au monde, hein, puisque le but de chaque camp est qu'aucun véhicule ne puisse la franchir. Et pourtant, les deux armées sont énormément dotées en chars et continuent d'ailleurs de l'être, et notamment du côté ukrainien. Or aujourd'hui, on s'est aperçu de l'inefficacité des chars sur ce type de terrain. Et voilà, et on a des chars dernière génération, donc dont les coûts oscillent entre 5 millions de dollars, 8 millions de dollars, parfois 10 millions de dollars, qui se font détruire par des drones assistés par IA à 5 000 dollars. Donc on a en fait un nouveau type d'armement qui est attribuable, mobile, consommable, jetable. C'est tout le contraire d'un porte-avions en fait. C'est qui est vraiment maintenant un objet antédiluvien quoi. Et qui va redéfinir les standards de la guerre et qui va aussi redéfinir les capacités des États à avoir un certain pouvoir de destruction. Alors si on ajoute à ça les armes autonomes et donc la réduction de personnel sur le terrain, ça change la donne, y compris des pays par exemple comme l'Arabie Saoudite qui sont, comme je le disais tout à l'heure, ils ont beaucoup de soleil, donc ils ont des capacités d'énergie, ils sont déjà très connectés, ils investissent dans l'IA et ils ont tout intérêt à avoir des systèmes d'armes autonomes dirigés vers l'Iran. C'est un exemple, mais tout ça, ça va réarticuler la donne. Et les actifs de l'Iran, d'ailleurs, sont faciles à localiser puisqu'ils sont pas mobiles. Donc, l'un comme l'autre, d'ailleurs, investissent dans des systèmes de protection autonome. L'IA rentre là-dedans. Donc, on a des systèmes aussi maintenant qui sont capables de réagir de façon autonome. Et tout ça, ça va vraiment, vraiment changer la donne. Alors, est-ce que la France suit? Est-ce que l'Europe suit? C'est la question. C'est pas le cas quand on voit la loi de programmation militaire et ce qui a été adopté. Mais là encore, on se réarticule à la dernière minute. Alors, Malo, on voit que 50%, là, selon le dernier chiffre, des Français pensent que ça va apporter des progrès. L'IA, ce sont ceux qu'on appelle les technosolutionnistes. Et puis, il y a 50% qui, eux, refusent catégoriquement cette société ultra connectée et qui pensent finalement que la technologie
est plutôt porteuse d'aliénation que d'émancipation. Tout à l'heure, tu évoquais les enfants à l'école qui, effectivement, je crois que c'est François qui vient de le dire, qui faisaient toutes leurs copies, effectivement, aujourd'hui, et qui rendent leurs copies en consultant l'IA, ChatGPT, et qui rendent leurs devoirs comme ça. Donc, je vois même pas l'intérêt pour les profs de pouvoir noter l'IA, quoi. En fait, ils notent pas les élèves, ils notent l'IA. On voit que sur LinkedIn, par exemple, ça c'est intéressant, 50% des articles de LinkedIn sont produits par l'IA. Donc c'est vrai que aujourd'hui on utilise l'IA à tire-larigot, Malo, mais on voit dans le point de vue militaire, mais pas uniquement, bien sûr. Oui, effectivement. Je dirais que si l'être humain se met à se comporter comme une machine, il sera battu par la machine, il sera battu par l'IA. C'est-à-dire que s'il est dans quelque chose de répétitif, à faible valeur ajoutée, qui ne sollicite pas sa conscience et son intelligence, l'IA déjà commence à le mettre en danger aujourd'hui. Et puis de manière réaliste, d'ici 3 ans, sans faire de marketing excessif, d'ici 3 ans, tous les métiers rébarbatifs, administratifs, ou les fonctions administratives, y compris des fonctions de vente, etc., qui parfois sont abordées de manière justement administrative, eh bien, elles ne pourront plus lutter contre ces agents dits intelligents. Donc la solution, elle est justement de ne pas se comporter comme une machine si on veut trouver sa place dans ce monde. Voilà. Et malheureusement, les jeunes étudiants que tu mentionnais, François, tombent dans cette facilité d'utiliser l'IA pour penser à leur place. Et donc là, il se crée une situation d'être remplaçable par la machine, par les robots. Donc leur avenir est vraiment compromis. Voilà. Oui, j'ajouterais que le FMI a fait une déclaration récente sur la remplaçabilité des personnes par l'IA, justement sur le marché du travail. Et il ressort que pour les pays développés, on a à peu près 40% des emplois, d'après leurs prévisions, qui risquent d'être remplacés par l'IA, 60% pour les pays les plus développés. Et par ailleurs, il souligne une forme d'inégalité, puisque les professions finalement les plus valorisantes sont celles qui sont estimées les plus complémentaires avec l'IA, comme par exemple les médecins, les avocats, etc. Et à contrario, les professions, on va dire, les plus facilement remplaçables par l'IA dans leur intégralité sont souvent des professions moins rémunérées, plus précaires. Donc ça va creuser le fossé des inégalités d'après le FMI, et il faut toujours d'après le FMI prendre des mesures politiques pour faire attention à ce problème. Alors j'aimerais réagir à ça, Richard, si tu me permets. Mais bien sûr, il faut que ça soit interactif entre vous. Hein. N'hésitez pas à vous couper tout ça. Hein. Il ne faut pas que ça soit chacun à son temps de parole. C'est pas le débat Le Pen-Mitterrand. Hein. Oui, je dirais que le dilemme, il est que si l'on ne va pas vers l'IA, je dirais si on n'embrasse pas la technologie en essayant de la développer, qu'est-ce qui se passera ? On perdra grosso modo en compétitivité par rapport aux pays qui le feront et qui ne manqueront pas de le faire. Ce qui veut dire qu'à court moyen terme, le chômage risque de s'accentuer un petit peu plus vite ici qu'ailleurs. Mais à long terme, de toute façon, les pays qui sauront aller plus vite que nous, mettons, dans l'IA, eh bien, aboutiront plus vite à la remplaçabilité de l'homme par la machine. Ce qui est un petit peu, je dirais, le point culminant du capitalisme. Et là, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, même si pourtant je suis assez éloigné de lui par pas mal de points, c'est le philosophe, le penseur Francis Cousin, que vous connaissez peut-être, qui a écrit Lettres contre l'avoir, et qui parle de Marx. Et effectivement, il m'a convaincu de lire Marx. Fait pour tout vous avouer ce soir, mais je vais le faire parce que
je pense que Marx a dit des choses visiblement intéressantes sur le sujet. Le point culminant du capitalisme, ça deviendra l'autodestruction du capitalisme, parce que en voulant augmenter de manière permanente la productivité, on aboutit jusqu'à la productivité absolue qui se passe de l'homme, qui exclut l'homme du système. Et là, je dirais, il n'y a plus qu'une possibilité, c'est de mettre les hommes au repos, en vacances, avec un salaire universel, qui me paraît être un énorme danger pour l'humanité. Et puis, on voit tout de suite aussi que, comme ça fera beaucoup d'inutiles, il va falloir essayer de les réduire, vous voyez ce que je veux dire, et peut-être mettre à disposition des moyens pour écourter des vies qui seraient intolérables ou extrêmement tristes. Donc on voit bien que si on laisse faire, le système va nous amener vers ce genre de conclusion. Mais vous voyez qu'on adhère à l'IA ou qu'on n'adhère pas, je dirais que à long terme, le long terme étant 10 ans à peu près, ça se discute, 7 ans, 10 ans, la conclusion est la même. Donc je pense que nous n'échapperons pas à sortir par le haut de cette situation. Et je ne vois qu'une possibilité, c'est que l'humanité élève sa conscience, que l'on y mette une dimension religieuse ou pas. Je pense que c'est ça qui permettra de dompter le potentiel de l'IA, comme on a essayé de dompter le potentiel des armes, le potentiel destructeur de la roue. Qu'est-ce que la roue a pu être destructrice dans l'histoire de l'humanité, si on regarde tout ce qu'on a pu faire avec, toutes les armes qu'on a pu construire. Bref, vous voyez, on pourrait remettre en chose beaucoup d'outils, de techniques qui ont été inventés par l'être humain. Moi, je pense qu'il faut s'en sortir par le haut, par l'élévation de la conscience. Et j'ajoute par rapport à ça, je veux aussi citer Philippe Guillemont. Je crois que Richard, tu le connais, hein, ce physicien. Oui, bien sûr, ouais. Très, très brillant. Qui est, alors juste en 30 secondes pour dire ce qu'il a fait et pourquoi je fais le lien avec lui, c'est un physicien qui a beaucoup travaillé sur la physique de la conscience, c'est-à-dire comment la conscience se forme, comment elle s'exerce, et il pense que la conscience se produit, émerge en dehors des limites de la boîte crânienne, et donc elle est partout. C'est un physicien quantique aussi, hein, Philippe Guillemont. Et en physique quantique, la matière disparaît, il n'y a plus que des ondes, que des vibrations. Et donc, finalement, oui, la conscience, avec ou sans approche religieuse d'ailleurs, moi je suis de culture chrétienne, mais bon, j'ai pris ma distance vis-à-vis des religions parce que dévoyé par... Bref, on passera le détail, mais le tout est que cette conscience, donc, elle est partout, et ce que Philippe Guillemont a démontré, mais réellement démontré, c'est assez extraordinaire, c'est que elle est capable d'influencer le futur. On pourrait dire que le temps n'existe pas, mais on pourrait aussi voir le temps comme une sorte de disque vinyle, donc déjà gravé, mais réinscriptible. Et c'est, selon Guillemont, selon ce physicien, double doctorat, École centrale de Paris, etc., vous voyez, donc c'est quand même quelqu'un d'assez capé au niveau des diplômes, eh bien selon lui, la conscience bien exercée peut parvenir à influencer le futur, à regraver le futur. Et il indique qu'à partir de là, l'univers, ou les lois de l'univers, font la route arrière depuis le futur vers le présent pour réaccorder notre présent avec ce nouveau futur. En gros, c'est comme avec un GPS sur une voiture, comme il dit si bien, on se donne une nouvelle destination et à partir de là, la route est recalculée. Donc je pense que c'est finalement peut-être l'espoir principal que l'on devrait avoir, et plus qu'un espoir, on devrait être capable de rêver. Parce qu'espérer, c'est partir un peu perdant quelque part. Donc je préfère dire qu'il faut conscientiser et rêver un meilleur avenir qui colle à ce que l'on souhaite. Voilà, cesser de voir juste ce qui va mal, ce qui pourrait se dégrader, parce que plus on va focaliser sur ça, et plus ce futur calculé par nos consciences, par la somme et la moyenne de nos consciences collectives, eh bien plus ça risque d'arriver. Vous voyez, donc pensons plutôt à de l'alternative positive pour s'en sortir. Alors, c'est vrai, on va donner la parole à François qui ne manquera pas de réagir par rapport à tout ce que tu as dit là et qui me semble essentiel, effectivement. Mais quand même, une question, toi, tu as quitté des grands groupes où tu as travaillé, tu avais donc
une puissance d'action et puis des revenus correspondants, j'imagine, dans tous ces grands groupes à des directions où tu étais, comme brillant ingénieur que tu es. Et tu as préféré aller dans une start-up parce que cette mentalité dans les grands groupes est une mentalité absolument pourrie là aujourd'hui, hein, et truffée de gens qui sont, tu me le disais, il faut le dire quand même, hein, beaucoup de francs-maçons derrière, beaucoup de culture wokiste, inclusive. Donc toute cette mentalité là, finalement, c'est elle qui est en train de forger l'IA aujourd'hui. Et c'est terrible de voir ça. Les ingénieurs, ils sont dans cette spirale-là. Oui, je dirais que, comme disait mon ancien patron, qui se reconnaîtra s'il nous écoute, le poisson pourrit par la tête. La tête, en France, on voit que voilà, elle est à Paris, elle est concentrée à Paris. Le sommet du pouvoir politique et le sommet de la plupart des grands groupes. Et donc, il y a eu une sorte je dirais, de relation incestueuse entre ces deux mondes, et je l'ai vu, hein, entre 2000 et puis 2020, les grands groupes se sont mis à se comporter finalement de plus en plus comme le milieu politique, c'est-à-dire être de plus en plus dans le faire semblant, dans le paraître, et moins dans la réalité des choses, à moins vouloir régler les problèmes que faire semblant de les régler. Vous voyez, ça doit vous parler au niveau politique. Et donc, on a vu ça, on va dire, débarquer dans le monde de l'entreprise à partir de la tête, le poisson pourri par la tête, et puis petit à petit ruisseler comme ça dans les hiérarchies pour descendre toujours plus bas. Et donc, oui, alors sans faire de... Toute généralité souffre des exceptions, hein, bien sûr, mais grosso modo, effectivement, les grands groupes, en particulier français, se sont vus influencés par des dirigeants politisés qui ne prenaient plus les bonnes décisions. Avant, c'était, on va dire, le problème des grands groupes publics. Bull, par exemple, qui a été dirigé par le fameux Thierry Breton. Mais malheureusement, c'est arrivé aussi dans les groupes privés. Voilà. Excuse-moi, juste pour conclure et faire le lien avec le monde de François, hein, le monde militaire, je vais pas détailler pour des raisons évidentes, mais je me contenterai de dire que j'ai pu, dans ma carrière, assister, en ayant touché à plein de projets, y compris dans le monde de la défense, j'ai pu assister à de véritables trahisons nationales, et pour de très mauvaises raisons. Voilà, je ne peux pas les divulguer ce soir. Dommage. On aurait aimé ces révélations. Bon, François, il a dit plein de choses, notre ami Malo, là. Il a dit beaucoup de choses oui, du coup, j'ai aussi beaucoup de choses à dire. Effectivement, alors pour rebondir sur ce qui a été dit immédiatement, de toute évidence, les technostructures actuelles comme l'Europe sont le produit maintenant d'une porosité certaine entre les multinationales, les grands groupes et la politique. Donc il y a vraiment des interactions qui sont d'ordre supérieur. D'ailleurs, on parle d'intérêt supérieur et qui sont surtout qui s'inscrivent dans une logique apatride. Donc là, on est vraiment dans cette dimension à l'international. Maintenant, pour en revenir sur le sujet, je pense que déjà tout à l'heure de ce qui a été dit sur la vision néo-malthusienne quelque part et le paradoxe le paradoxe de l'IA, de la technologie et donc du nombre, hein, du quantitatif, de la démographie. Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces inutiles? Ça, c'est une vision que j'aborde dans le livre. Effectivement, je pense que de toute façon, on peut pas dissocier, et c'est indissociable parce que depuis tout à l'heure, on parle de l'IA, mais on peut pas dissocier IA, transhumanisme et robotique. C'est un triptyque, ça va ensemble et c'est ce qui va dessiner la société de demain et les modèles de société de demain. Pour en revenir justement à Karl Marx, je l'ai beaucoup cité en référence, je l'ai pas mal étudié aussi. Moi, j'ai souligné un paradoxe quelque part dans sa pensée. Je pense que déjà, le monde actuel, le capitalisme tel qu'on l'envisage aujourd'hui, peut exister
parce que on a brisé certains verrous au cours de l'histoire, et notamment les verrous religieux. C'est-à-dire que avant la Renaissance, la Réforme, la Révolution, etc., la religion, et notamment la religion catholique dans le monde occidental, représentait un véritable frein à l'essor du capitalisme. Et on voit d'ailleurs la Révolution française, elle a lieu en pleine révolution industrielle. Je veux dire, la révolution industrielle a démarré dans les pays anglo-saxons depuis 1760 à peu près, quand la Révolution française a lieu. Et par ailleurs, la Révolution française va dès 1789 réinstaurer le prêt contre intérêt qui a été ardemment combattu par les rois de France. Dès 1791, avec la loi Le Chapelier, elle va s'attaquer aux corporations ouvrières, donc qui permettait justement aux ouvriers de se rassembler et d'être forts. Dès 1794, elle va considérer l'argent comme un bien louable comme les autres, etc., etc. Donc on a vraiment une libéralisation des mœurs et on a surtout un retour au matérialisme qui va petit à petit se substituer justement à l'ère de la spiritualité. Ce retour au matérialisme, il a lieu dès les penseurs modernes, comme Hobbes par exemple ou Diderot, hein, mais qui eux-mêmes en fait les reprennent des penseurs atomistes de l'Antiquité, Démocrite, Lucrèce, etc. D'accord. Donc ce retour-là auquel on assiste, d'ailleurs la Renaissance, c'est ça, hein, c'est le retour à la République. Hein. Si on s'intéresse un peu à l'histoire de l'art, c'est drôle parce que même en France actuellement, on étudie des œuvres du XVe siècle qui sont contemporaines. On les étudie comme appartenant au Moyen Âge quand elles viennent de l'école flamande et comme de la Renaissance quand elles viennent de peintres italiens. Pourquoi? Parce que les peintres italiens justement renouent avec l'Empire romain et la République dans leur code stylistique. Donc tout ça, enfin là je digresse un peu, mais tout ça pour dire que au XIXe siècle, en pleine révolution industrielle, et là je parle du capitalisme dur et violent tel que décrit par Zola dans Germinal, Marx arrive avec le matérialisme dialectique, Marx et Engels. Et ce matérialisme dialectique, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que les structures en fait économiques et matérielles déterminent les interactions entre les hommes, les institutions et les modèles de production, etc., etc. D'accord? Et il se base sur une vision purement matérielle des échanges et purement athée. Et c'est important de le souligner. D'ailleurs, Marx et Engels s'inspiraient de Feuerbach, qui était un philosophe, qui avait écrit l'essence du christianisme et qui envisageait Dieu comme une projection de l'homme. Hein. Mais ce qui est important de souligner, c'est que ce matérialisme-là va imprégner la classe ouvrière qui vient massivement des campagnes à l'époque de la révolution industrielle et donc qui est profondément de culture catholique et ancrée culturellement dans le catholicisme. Et donc, je pense en ce sens que le marxisme a produit quelque part un effet pervers à l'heure où on parle en 2025, qui n'a peut-être pas été anticipé par Marx, mais qui a été celui de convertir à la cause matérielle toute la classe ouvrière quelque part, qui s'est vraiment finalement, que ce soit consciemment ou inconsciemment, imprégné du marxisme dans sa façon d'envisager les rapports de classe et les rapports de domination. Et ça c'est un effet désastreux parce que finalement ça a été le plus grand des cadeaux qui a été fait au capitalisme. Donc et tout ça pour dire que alors, là on s'éloigne un peu du sujet, mais c'est vrai que le capitalisme ensuite, d'après ce que nous a dit Malo, qui s'est finalement autodétruit là aujourd'hui, avec donc une vision qui paraît être. Tout à l'heure, tu disais quelque chose de très intéressant sur lequel je voudrais revenir, c'est ce fameux triptyque là. Mais en quoi aujourd'hui l'intelligence artificielle a-t-elle un lien, par exemple, avec le transhumanisme? Alors oui, je peux prendre la question. Justement, François, tu étais au 19e siècle. Restons-y un moment.
Nietzsche, n'est-ce pas? Nietzsche qui est réputé avoir tué Dieu, n'est-ce pas? Nietzsche a amené le concept de surhomme. Et je pense que c'est vraiment le concept sous-jacent à tous ces mouvements scientistes, disons, sciences sans âme, qu'on a vu se développer au XXe siècle et alors particulièrement au XXIe. Ce surhomme qu'envisage Nietzsche parce qu'il trouve l'homme tellement imparfait. Ce surhomme amènerait justement des qualités que n'a pas l'homme naturel et corrigerait les défauts de l'homme naturel. Et donc, c'est finalement ce projet nietzschéen qui est réalisé par le transhumanisme actuel, qui repose, comme tu le disais François, sur l'intelligence artificielle et sur la robotique, en ce qui concerne l'incarnation dans le monde réel. Voilà, donc je pense que c'est important de souligner ce lien avec Nietzsche, tout en gardant à l'esprit, bien sûr, que rien ne naît de rien, et donc avant Nietzsche, bien sûr, il y avait des prédécesseurs, et je suis aussi d'accord avec toi, Oui. François, on les trouve probablement à partir de la Renaissance, voire en creusant au IIe siècle après Jésus-Christ, mais là, ça nous amènerait un petit peu trop loin dans un autre. Oui, tout à fait. Mais et d'ailleurs, au XIXe siècle, je soulignerai aussi qu'il y a d'autres courants philosophiques qui inscrivent le transhumanisme, qui sont le positivisme et l'utilitarisme. Donc le positivisme de Comte, Auguste Comte, et l'utilitarisme de John Stuart Mill. Donc dans tous les cas, on a un rapport au corps et à la science qui effectivement va servir après de base, parce que là on est encore loin en termes d'époque du transhumanisme, mais qui va servir de base philosophique avec le nihilisme, et ça c'est vrai, parce que le transhumanisme est purement nihiliste, au transhumanisme. Après, le transhumanisme, c'est un mouvement qui a été dont Julian Huxley, le frère d'Aldous Huxley, a parlé, mais qui, je pense, a pour plus grand promoteur, je dirais que ce serait Feridun Esfandiari, FM 2030, le philosophe, qui avait écrit Upwinger en 1973 et qui, dans son livre d'ailleurs, définit un avenir complètement transhumaniste. Et ce livre est déroutant vraiment sur bien des points, tant il a tendance à décrire une société proche de celle que voulue par le World Economic Forum. C'est très impressionnant. D'ailleurs, je pense que c'est pas pour rien parce qu'on a fixé l'agenda 2030, parce que FM 2030 avait choisi ce pseudo justement parce que 2030 était pour lui l'horizon à partir duquel l'homme basculerait de façon concrète dans l'ère du transhumanisme. Et quand on lit FM 2030, on s'aperçoit d'un monde où l'homme est complètement réifié, c'est-à-dire qu'il est transformé en objet marchand, qu'il naît dans des éprouvettes, il est partagé de famille en famille pour ne pas avoir d'attache. Il y a une espèce d'idéal et d'absolu de liberté et d'émancipation de tout ce qui peut nous retenir, y compris la nation. Donc il y a une vision très mondialiste finalement de l'homme. Et puis il y a cette éternelle remise en question de l'homme, c'est-à-dire cette non-acceptation de ce qu'il est par essence. Voilà, je voudrais être plus beau, plus fort, avoir un autre sexe. Je suis pas, voilà, j'aurais préféré être autrement, etc. On retrouve tout ça. Il parle d'ailleurs du changement de sexe et de la transidentité déjà. Et d'ailleurs, il y a un lien entre transhumanisme et transidentité, puisqu'il est question de transcender des déterminismes biologiques. Alors, le transhumanisme, le but, c'est d'atteindre la condition dite post-humaine, qui est une condition qui dépassera en fait l'homme prisonnier de son propre corps. Mais on retrouve tout ça chez le penseur FM 2030. Ce qui est intéressant là-dedans, et quand je disais qu'il y a même un lien d'ailleurs avec l'idéologie de genre, on voit des philosophes comme Nick Bostrom
qui ont beaucoup réfléchi sur la question du transhumanisme. Il est le fondateur de la World Transhumanist Association, c'était en 1998, qui s'est transformé en Humanity Plus en 2008. Nick Bostrom, donc Humanity Plus, ça fait penser un peu à LGBTQA+, hein, on retrouve les mêmes terminologies qui mélangent à la fois des lettres et des symboles mathématiques. On retrouve cette transidentité quelque part aussi. Et donc ça c'est intéressant parce que ce même Nick Bostrom, par exemple, avait développé la théorie des simulations, et il pensait, donc il avait mis 3 hypothèses. Donc une civilisation, la première c'était que la civilisation s'éteindrait, la civilisation humaine, avant d'avoir atteint sa condition post-humaine. La deuxième c'était la civilisation humaine va atteindre sa condition post-humaine, mais elle ne créera pas de simulation. Et la troisième c'était nous vivons actuellement dans une simulation parmi des milliards de simulations parce qu'elles ont été créées par des humains ayant atteint cette condition post-humaine. En gros, on retrouve le scénario du film Matrix qui n'a rien inventé. Ils ont juste lu Nick Bostrom. Et par ailleurs, c'est intéressant de souligner que les deux frères qui ont produit Matrix se sont transformés en sœurs par la même occasion. Il y a vraiment, il y a vraiment un lien, si vous voulez, entre tout ça. Et alors, bien entendu, le transhumanisme, c'est étroitement lié à l'IA parce que moi, c'est ce que j'avais écrit dans mon livre, puisque on utilisait aussi des technologies, par exemple sous-cutanées, pour permettre à l'IA de mieux tracer les gens, etc., etc. Enfin bon, voilà. On peut tout mélanger hein, quand on a de l'imagination après. Mais tout ça, c'est lié. Enfin, c'est un domaine qui est très intéressant. Alors, on aurait pu évoquer également l'ère industrielle en Grande-Bretagne il y a 2 siècles avec les fameuses Luddites. Est-ce que vous savez ce que c'est, messieurs, que les fameuses Luddites? Non, ça me parle pas. Aujourd'hui, c'est un mode de réaction par rapport à l'intelligence artificielle très, très Jones. C'était les briseurs de machines qui voulaient protéger leur métier et surtout leur salaire. Il y a 2 siècles, en Grande-Bretagne, quand ils ont vu justement les machines arriver, ils se sont élevés contre ça. Et aujourd'hui, tous les Cassandres de la nouvelle technologie et de l'intelligence artificielle, on les appelle dans le langage Jones, je vous dis messieurs, les Luddites. Voilà, faut le savoir. Mais donc il y a quand même aujourd'hui, Malo, on a vu à travers ce que tu nous as dit tout à l'heure que le cheval de course était lancé, qu'on ne pourrait pas le stopper, que malgré tout il fallait tout accepter et qu'il y a une certaine forme de conscience, là tu évoquais Guillemot, qui permettrait peut-être un jour ou l'autre, à travers une projection dans le futur qui reviendrait dans le présent, de remettre les choses en place. Tu y crois en ça réellement aujourd'hui, toi qui étais à la tête de grands groupes et tout? Parce que en fait, c'est un outil qui peut être fabuleux, mais également pernicieux, quoi. Et ô combien. Et aujourd'hui, on en voit les déclinaisons, elles commencent à l'être, non? Oui, je vois bien les dangers, bien sûr. Je les vois très très bien. Si on laisse faire, bien sûr qu'on va aller vers la manifestation de tous les risques qu'on a pu évoquer ce soir, de toutes les conclusions toxiques pour l'humanité qu'on peut imaginer. Mais oui, je veux croire qu'il est possible d'imaginer d'autres usages de l'IA. Je suis convaincu qu'on ne peut pas véritablement stopper la curiosité de l'être humain. On est comme ça. Si on arrêtait l'IA, je ne sais pas comment, magiquement, elle reviendrait. L'homme est fait pour ça. L'homme est fait pour découvrir. Maintenant, l'homme n'était peut-être pas fait pour devenir une machine lui-même. Donc c'est là où il faut travailler pour maîtriser la technologie. Alors maintenant que j'ai dit ça, il y a quand même des éléments complémentaires, on va dire, qui sont préoccupants. Ce sont des évolutions alors de l'IA et puis plus largement de l'informatique qui sont en train d'arriver. Je ne sais pas si vous connaissez l'informatique dite humide, ou le wetware, ou les bioprocesseurs. Alors je vais vous en parler parce que je pense que c'est majeur.
Vous savez tous que l'IA s'entraîne avec des réseaux de neurones. C'est l'une des grandes technologies utilisées pour créer les intelligences les dites intelligences artificielles. Donc ces réseaux de neurones artificiels, il se trouve que maintenant on commence à pouvoir les recréer à partir de cellules biologiques. En 2006, il y a eu des chercheurs japonais qui ont découvert comment reprogrammer des cellules banales, je crois que c'est des cellules de la peau, des cellules somatides, enfin bref, passons. Ils ont réussi à les reprogrammer pour qu'elles aient le comportement de cellules souches embryonnaires. Et ces cellules souches embryonnaires, ensuite, elles peuvent engendrer tout type de cellules, dont les cellules neuronales. Donc, je suis en train de vous dire que ces chercheurs japonais ont trouvé comment créer des neurones biologiques artificiellement. Et alors ça, c'était la découverte en biologie fondamentale. Depuis 4 ans à peu près, il y a une start-up suisse qui s'appelle Final Spark. Vous vérifierez, les curieux parmi vous. Je crois que c'est ça, Final Spark. Spark, c'est qui justement, sur la base de ces inventions japonaises, ont essayé de créer des bioprocesseurs et donc ont cultivé des sortes de neurones biologiques artificiellement produits. Et ils ont réussi, alors de manière très très embryonnaire, mais ils sont parvenus à confier à ces réseaux biologiques de neurones in vitro, hors de l'homme, des tâches à réaliser, des données à traiter. Et ils y sont parvenus. Alors c'est vraiment le tout début, il y en a peut-être pour 5 ans, 7 ans avant que ça fonctionne vraiment, et puis peut-être une dizaine d'années avant que ça ne se répande, quelque chose comme ça. Mais vous voyez que c'est préoccupant. Alors, vous allez me dire, mais après tout, pourquoi c'est préoccupant? Le côté positif, c'est que ça consomme très peu d'énergie. Donc, vous voyez, économiquement, ça sera très rentable. C'est pour ça que la recherche va certainement accélérer à fond sur ça. Ça pourrait régler en partie la problématique énergétique, son coût et la dimension écologique sous-jacente. Mais ça permet aussi de traiter des problèmes que l'IA traditionnelle a du mal à résoudre. Donc ça a non seulement des vertus en termes d'énergie, mais également en termes d'efficacité pour traiter des tâches, disons, de réflexion, de raisonnement. Il faut savoir que l'IA actuelle ne sait pas vraiment encore raisonner. Et c'est ce qui est en train d'arriver de manière très très lente. Ça va encore prendre, je pense, 2 ans, 3 ans pour qu'elle soit capable d'une vraie forme de raisonnement. À l'heure actuelle, vous soumettez à l'IA un petit problème de logique, la plupart du temps, elle se casse la gueule. Voilà, sauf si elle a indexé un livre qui répondait à une problématique logique. Par elle-même, elle n'est pas capable de raisonnement. Donc vous voyez qu'avec ces réseaux biologiques de neurones, artificiellement produits, on va arriver à doter ces IA finalement de capacités et de vertus qui étaient jusque-là réservées au monde vivant et à l'homme en particulier. Ça, c'est préoccupant. Et puis, il y aura, pour vous achever tous, après avoir essayé de vous donner des motifs d'aspirer, Après, on va dire bonne nuit aux gens, hein, parce que je ne sais pas si vous allez pouvoir dormir hein, avec ça. je vais vous assommer encore plus avec l'informatique quantique, mais je dirais il faut être lucide sur ce qui se passe, hein, je pense. Hein. Ah ouais. Ça a toujours guidé ma vie, être lucide, parce que il vaut mieux savoir que faire l'autruche et puis tout d'un coup se faire écraser sans avoir rien vu venir. L'informatique quantique, c'est passionnant au niveau physique. Hein, c'est comment utiliser les propriétés de la physique quantique dans des sortes d'ordinateurs. Alors, il faut complètement revoir la logique de ces ordinateurs. Ils n'ont rien à voir avec les ordinateurs actuels. L'algorithmie pour programmer ces ordinateurs quantiques sera totalement différente de l'algorithmie actuelle, mais ils vont pouvoir résoudre des problèmes dits insolubles. Je ne rentrerai pas dans les aspects mathématiques de ça, mais il y a des problèmes dits insolubles qui vont devenir solubles. Et donc, ça sera à la fois extraordinaire pour résoudre des sujets scientifiques qui pourraient être de beaux sujets si notre conscience s'exerce positivement, quand même, mais qui pourraient aussi donner le pire, puisque dans un usage déraisonné, ils permettront de résoudre des problèmes extrêmement complexes de manière instantanée.
Les ordinateurs quantiques, si vous voulez, c'est un petit peu comme par rapport à une problématique, s'ils avaient tout de suite toutes les réponses et qu'en fait le challenge technique soit sur sélectionner parmi toutes les réponses la bonne. Mais c'est comme s'il avait déjà instantanément calculé toutes les réponses dont la bonne. Vous voyez, c'est ça le challenge. Et c'est ça qui va prendre encore, allez, 7, 8, 10 ans aussi pour arriver. Mais vous voyez, il va y avoir d'ici 7-10 ans une sorte de conjonction entre la bioinformatique ou l'informatique humide, la physique quantique et l'ordinateur quantique. Tout ça va arriver. Et donc, on a vraiment intérêt dans ce laps de temps à élever nos consciences parce que sinon, effectivement, l'homme sera complètement balayé par ces révolutions technologiques. Alors François, est-ce qu'on va vers un effacement, d'après ce que dit Malo, de l'individu? Toi, tu vas dans ce sens-là aussi? Le problème, c'est le modèle de société qui se profile. Tout à l'heure, on a souligné justement les inégalités que produit le système. On a souligné le paradoxe néo-malthusien, justement, et c'est un paradoxe aussi qui est à mettre en perspective avec l'idéologie transhumaniste. Parce que d'un côté, effectivement, on nous reproche d'être trop nombreux sur Terre, hein, parce que c'est un peu ce qui dégage, ce qui se dégage de l'idéologie néo-malthusienne, quel que soit le pan sous lequel elle est abordée. Si on prend le pan environnemental, par exemple, la question sous-jacente à chaque fois, c'est la problématique démographique, du partage des ressources, etc., etc. Si on n'était pas aussi nombreux, ça se passerait mieux. Et paradoxalement, le transhumanisme investit énormément dans la médecine régénérative, dans la recherche sur l'immortalité, etc., etc. C'est pas de la fiction. Il y a des filiales comme Calico chez Google qui a encore injecté 2,5 milliards de dollars l'année dernière. Non, pas l'année dernière, mais depuis qu'elle existe, c'est-à-dire depuis la moitié des années 2010 à peu près, je crois que c'est 2013 de mémoire, dans ces recherches-là. Donc, ces recherches existent. Qui elles concernent et à quel prix ça se ferait le jour où ça existerait. Ce serait certainement pas pour monsieur tout le monde. Donc là, on en revient toujours à cette dualité hein, entre ceux qui, là, je vais paraphraser un petit peu Laurent Alexandre, mais ceux qui seront les dieux, les homo deus et puis les inutiles, quoi. Ça c'est un problème sociétal qu'il faut soulever. Effectivement, la technologie évolue. Est-ce qu'on atteindra un jour cette fameuse singularité qui est évoquée par les penseurs de l'IA comme Werner Vinge ou alors c'est Kurzweil aussi, Kurzweil qui en parle dans Singularité Isnir. Voilà, la problématique c'est sur quoi ça aboutit, parce que la singularité peut-être qu'en théorie on va l'atteindre, mais sur quoi ça va aboutir, quel est le danger? Moi je pense réellement que c'est le modèle de société qu'il faut grandement surveiller. Et oui, la technologie évolue. Je sais pas si Malo t'a entendu parler de Google Titans, qui est une innovation assez récente et qui, pareil, se calque un peu sur les mécanismes de fonctionnement du cerveau avec différents types de mémoire qui vont interagir entre elles pour faire des économies d'énergie considérables. Et permettre justement d'avoir beaucoup plus de données en entrée et de mieux les exploiter, quoi, avec 3 types de mémoire différentes qui vont interagir entre elles. Donc il y a tous ces projets-là qui sont en cours, effectivement, il faut avoir un œil dessus. L'éthique. Alors vous avez j'en ai parlé très très rapidement tout à l'heure, mais il existe effectivement des cadres juridiques qui anticipent déjà ces problèmes d'éthique. Maintenant, est-ce que pour autant c'est une garantie que ça compromettra pas nos libertés ou autres? Moi j'aime bien citer Montesquieu, hein, la liberté c'est le droit de faire ce que la loi nous permet. Hein, c'est-à-dire que si je légifère de telle ou telle façon, l'IA après je peux en faire ce que je veux. On est dans une société de droit. On est dans une société aussi qui s'attaque foncièrement aux droits naturels, donc aux droits fondamentaux des hommes. Et je pense à la liberté d'expression, la propriété, la liberté d'aller et venir, etc., etc. Donc il faut vraiment envisager tout ça de façon globale pour se projeter sur l'avenir de l'IA, parce que l'IA finalement là-dedans c'est vraiment un outil qui va accélérer les choses.
Tu C'est parles du juste un droit, outil. j'aimerais rebondir sur ça. Je pense que c'est un point important et en lien avec l'IA. Vous savez qu'il y a grosso modo le droit latin qui s'exerce en France et puis dans pas mal d'autres pays, et puis la common law, hein, qui est le droit anglo-saxon. Pour faire court, et puis je n'aurai pas le niveau de Valérie Bugeaud sur ce sujet, le droit latin est basé sur des principes, alors que la common law est plutôt basée sur une collection de jurisprudence, hein, ce côté très terre à terre, sans valeur, sans principe, donc sans valeur finalement. Vous voyez un petit peu vers quoi je vais aller. Ce qu'on appelle le droit coutumier. Ouais, voilà. Et donc la problématique est la suivante. C'est la common law qui gagne grosso modo du terrain sur la planète au détriment du droit latin. Et donc le problème, c'est qu'elle facilite l'informatisation du droit. On parle d'un concept qui me paraît assez majeur et qui n'est pas beaucoup regardé malheureusement par les intellectuels, par les chercheurs. C'est ce qu'on appelle le code as law. C'est la possibilité que la loi devienne du code informatique, ou que le code informatique devienne de la loi, si vous voulez. Ça, c'est beaucoup plus facile sur la base de la common law que sur la base du droit latin, avec des principes qui sont beaucoup plus durs à formaliser informatiquement, hein, des principes, des valeurs. On n'est pas encore très très à l'aise informatiquement parlant avec ça, et tant mieux. Et donc la common law, elle, va faciliter cette transformation de loi en code, et ce code va pouvoir aller dans des machines, dans des feux rouges, dans votre voiture, dans votre montre connectée, dans vos lentilles connectées, dans vos implants Neuralink, etc. Vous voyez, et ça, c'est très problématique parce que ça veut dire que la loi faite par des gens bien, n'est-ce pas, en général, cette loi va passer directement en application dans le monde réel de manière instantanée et de manière globale, partout où elle sera en capacité de s'exercer, vous voyez, grâce aux objets connectés. Donc ça va être aussi un point très préoccupant si on laisse s'installer ce code as law qui va permettre aux réglementations de venir régir nos vies de manière très très intime, de s'immiscer en nous pour aller vérifier notre taux de sucre, de glucose, de machin. Vous imaginez tout de suite les applications pour les assurances qui pourront vous mettre des malus dès que vous buvez un verre de vin de trop. Donc voilà, c'est un point qu'il faut aussi beaucoup regarder parce que couplé à l'IA, ça pourrait faire beaucoup de dégâts. Effectivement, donc là, ça rejoint tous les débats éthiques dont vous parliez tout à l'heure. On parle à des machines maintenant, mais qui récolte les données et puis où vont ces données ces IA, finalement, sont-elles fiables dans ce qu'elles nous incitent à faire quand on leur pose des questions? Je vois en Belgique, par exemple, récemment, j'étais sur place et on a poussé, grâce à l'IA, des gens à se suicider. Alors vous imaginez, on laisse une bombe entre les mains de ces jeunes aujourd'hui. Alors peut-on avoir confiance et jusqu'où? C'est effectivement toutes les questions qui ont été posées ce soir. Alors il est déjà tard, je pense qu'on va pas faire durer l'émission éternellement. Peut-être un mot de conclusion, même si le public est très nombreux et vraiment à l'écoute, alors que je pensais que ça serait un débat très technique. En fait, c'est un débat beaucoup plus philosophique et historique grâce à nos invités absolument passionnants. Ce que je vous propose, c'est que vraiment, il y a une demande et si vous êtes d'accord pour remettre ça, je veux dire, régulièrement sur le devant de la scène, ces questions-là, parce qu'elles sont infinies aujourd'hui et puis il faut qu'on reste up-to-date, comme disent les Américains, c'est-à-dire qu'on reste à niveau là-dessus et qu'on prenne pas de retard par rapport aux autres et que comme vous êtes vraiment deux spécialistes, vous êtes aux aguets et que vous faites un benchmark sur tout ce qui se passe et avec une vision périphérique et holistique, je pense que ce serait très intéressant que vous puissiez continuer ce débat. Alors sur cette chaîne, on n'aime pas trop et moi pour des raisons d'ordre purement technique, je peux pas éternellement faire durer. Mais si vous voulez revenir par exemple mardi prochain pour poursuivre le débat et puis donner une autre inclinaison, ça serait génial. Je sais pas ce que vous en pensez tous les deux. Je sais pas si vous êtes disponibles, si vous êtes d'accord. Mais je pense qu'il y a une très belle complémentarité entre vous deux là-bas sur ce sujet-là. Vous ne connaissiez pas au départ et je sens vraiment
des atomes qui se créent vraiment autour d'une même vision des choses, tout en étant très très encline à pouvoir nous conduire vers le bon chemin. Alors on va voir peut-être des questions des téléspectateurs pour finir. Peut-être un petit mot de chacun en conclusion, et puis moi je check un peu les questions et je vous les pose. François? Et en conclusion, pour faire court, effectivement, je pense que la question de l'IA, alors l'IA déjà, on peut pas, comme le disait Malo, on peut pas s'en passer aujourd'hui, c'est pas possible, à moins de effectivement de vouloir vivre comme un Amish, mais aujourd'hui c'est pas possible. Et c'est un outil formidable d'ailleurs dans bien des applications. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais la question de son danger est selon moi plus d'ordre ontologique, c'est-à-dire vraiment dans la façon qu'a l'être de se projeter dans le monde. Qu'est-ce qu'on veut en faire, pour quel type de société, etc., etc. Donc pour ça, effectivement, il est essentiel d'envisager des choses positives hein, pour pouvoir effectivement faire en sorte de les mettre en œuvre. Mais il faut aussi savoir pointer du doigt les dangers pour pas se faire piéger. Voilà, ça c'est à mon sens la chose la plus importante. Il faut dénoncer, sensibiliser les gens et faire un travail finalement d'objecteur de conscience, sans pour autant leur dire que voilà que l'IA c'est quelque chose de diabolique. Par contre, c'est un outil qui peut le devenir foncièrement, effectivement, si c'est pas contrôlé. Oui, un petit mot de conclusion également, Malo. Oui, je vais converger avec toi, François, bien sûr. Je dirais que l'IA est inévitable, qu'on le déplore ou pas. On ne l'évitera pas. L'IA pourrait être utilisée très positivement. On pourrait aussi complètement se passer de l'IA. J'imaginerais très bien ma vie sans l'IA, même si je trouve le sujet vraiment passionnant et c'est mon domaine professionnel. Mais voilà, je saurais vivre sans IA. Le problème n'est pas là, c'est que de toute façon, c'est inévitable. Donc à partir de là, je pense qu'il faut dompter la machine, dompter le monstre pour éviter les dérapages, pour l'orienter dans le bon sens. Et je pense qu'il faut se soumettre à cet exercice de positivisme par le bon exercice de la conscience. Réfléchir au modèle de société que nous voulons. Oui, je suis d'accord aussi avec toi sur ça, François. C'est une question de modèle de société et il faut l'envisager positivement. Et je dirais, c'est peut-être ça la clé. C'est à partir de cette vision d'un futur positif, d'un futur lumineux, dirait notre ami Philippe Guillemant, que les problèmes se résoudront. Donc plutôt que de vouloir faire un barrage comme des castors autour de l'IA, ça marchera pas, encore une fois, malheureusement. Donc essayons plutôt de penser positivement et réfléchissons à la question du modèle de société. Et je pense que l'IA, comme d'autres problématiques infinies, pourraient trouver leur solution. Oui, un nouveau modèle de société. Toi, tu vois les choses comment, François, aujourd'hui? Parce que on a du mal à l'imaginer. Hein. Tout à l'heure, Malo nous parlait de la permaculture, mais toi, tu l'envisages comment ce nouveau modèle de société où on va être finalement très Bah, autonome et en système? pour l'instant, on n'en est pas encore à la permaculture, mais en tout cas, on vit dans un monde multipolaire qui depuis peu donc s'articule différemment, euh, justement avec des modèles de société qui sont sensiblement différents. Tout à l'heure, on parlait du rapport au matérialisme justement, qui concerne plutôt le monde occidental. Qui n'a pas connu finalement enfin, qui a connu les verrous du catholicisme et qui les a brisés pour euh, pour le Ouais. pour que le capitalisme puisse se prospérer. Si on prend l'exemple de la Chine, par exemple, c'est un pays qui a un rapport à l'autorité qui est complètement différent, qui n'a pas eu du tout la même histoire
et qui produit finalement une société différente de la nôtre, avec une approche des interactions entre l'IA et l'homme qui sont différentes et qui correspondent pas à notre éthique occidentale. On a là par exemple un modèle de contrôle social sous forme de verrouillage numérique, hein, c'est le crédit social, hein, verrouillé numériquement là-bas. C'est beaucoup plus flagrant qu'ici. Mais maintenant, on peut même aussi différencier les modèles tels que voulus par l'Europe et les États-Unis, par exemple. Les États-Unis ont une vision qui, selon moi, va plus défendre les intérêts individuels des personnes, et l'Europe a une vision qui s'inscrit dans une idéologie plus collectiviste, avec des grandes narrations qui ont vocation justement à orienter les masses, hein, vers des politiques bien particulières, voilà, politique environnementale, sécuritaire, tout ça, qui à chaque fois sont des grands narratifs que sont en train de casser les États-Unis nouvellement. Et donc on a deux modèles qui se profilent. Pour autant, l'Europe actuelle semble pas vouloir faire de l'IA un outil on va dire, de gouvernance totalitaire, hein. Ça a pas l'air d'être la tendance flagrante, mais il faut se méfier. Tout comme il faudra se méfier de l'introduction potentielle des CBDC et tout ça, parce que ça peut paraître être des sujets différents, mais à partir du moment où on mettra tous ces potentiels technologiques en lien, c'est là que ça deviendra dangereux. C'est ce que c'est ce que j'ai écrit justement dans mon livre, où j'ai créé une société qui finalement est un piège, puisque elle a tout mis en interaction. Moi qui ai travaillé dans le domaine de la police judiciaire, je vois bien l'intérêt de mettre en interaction toutes les données, tous les renseignements et tous les fichiers qu'on a pour tout savoir des personnes et pouvoir contrôler justement leurs allées et venues. Voilà, j'ai beaucoup travaillé sur les investigations téléphoniques, les choses comme ça, mais également aussi sur les questions de fichage et tout. Et quand on fait interagir tout ça, c'est là qu'on arrive dans un monde qui est dangereux. Donc ça, il faut surveiller. On a des instances en France comme la CNIL, par exemple, qui sont là pour poser un droit de regard et puis sévir si nécessaire. Maintenant, on voit que dans certaines situations, quand le politique en a besoin, la CNIL, elle a plus du tout d'impact, quoi. Ça, on l'a vu pendant le Covid, on l'a vu lors de plusieurs situations. Donc, il faut se méfier, il faut rester informé et avoir un regard constamment sur les choses et sur les évolutions de la loi. C'est très important. Ouais, alors on parlera peut-être aussi de robotique la semaine prochaine, si vous voulez bien, parce que je pense qu'il y a toute une déclinaison IA, robotique et tout ça qu'on a largement qu'on a abordé, mais pas suffisamment dans cette émission. Peut-être une dernière question là, parce que c'est vrai que l'art c'est super important. Et après, vraiment, je vous libère. Mais vous pensez qu'avec l'IA, la musique, les romans, scénarios de films, comme dit cette femme ici, les peintures également, tout ça, on le voit, vont être maintenant terminées ou pas? Il faut faire une croix dessus ou pas? Sur la création artistique, en règle générale. Alors personnellement, je n'y crois pas du tout. Maintenant, il est vrai que il y a artistes et artistes, des artistes de différentes qualités. Probablement que l'IA va éclipser les artistes médiocres. Par contre, l'être humain a quelque chose d'unique qui sera sans doute inatteignable technologiquement aux machines pour, je ne sais pas si on peut dire toujours, mais en tout cas pour longtemps. C'est cette conscience, cette âme. Voilà, ça échappe aux machines. Et probablement que l'art est justement de l'ordre de cette relation subtile à ce qui nous transcende, de cette relation de l'âme au reste des humains, au reste de l'univers, à la nature. Je ne vois pas ça émerger chez les machines. Elles pourront faire semblant, bien sûr, mais je pense qu'il leur manquera une sorte d'authenticité en la matière.
j'ajoute aussi une dimension un petit peu plus technique à ma réflexion. Quand on regarde le fonctionnement du corps humain, on voit que les cellules et l'ADN au sein des cellules émet de la lumière. L'ADN émet de la lumière. Et on commence vaguement à comprendre à quoi ça sert. C'est un moyen de communication dans le corps, donc au-delà du réseau nerveux, avec ses influx chimiques et électriques, il y a un réseau donc lumineux qui traverse notre corps et d'ailleurs va au-delà, sert à synchroniser probablement les cellules entre elles, voire les vivants entre eux, voire les humains et puis les plantes, etc. Bon là, ça je n'en suis pas sûr. Je pense que la recherche va faire des progrès immenses dans les années à venir sur ce genre de sujet-là. C'est quelque chose qui échappe aux machines, et tant mieux, et c'est probablement ça qui pourrait sauver l'art authentique. Sur l'art, peut-être le mot de la fin pour François. Alors j'ai vu que plusieurs musiciens justement se sont réunis pour protester contre l'IA récemment. Bon, de mémoire, il y avait Matt Pokora, je crois. Bon, en même temps, lui, il est pas dur à remplacer. Mais c'est là, je suis d'accord avec ce que dit Malo. Bon, l'IA peut peut-être produire des musiques très profondes, très complexes, qui est magnifique. Ça n'empêchera pas l'homme d'en faire de même. Est-ce qu'elle peut faire mieux que l'homme? Je ne pense pas, parce que c'est un domaine quand même très subjectif en plus, l'art. Donc c'est compliqué d'évaluer. Je pense vu les progrès actuels, effectivement, les IA seront capables de faire aussi bien que certains génies humains. Mais des génies humains, il y en aura toujours dans le domaine de l'art. Donc à ce niveau, il y aura peut-être une forme d'égalité entre certains génies humains et les capacités de l'IA et l'IA en général, de toute façon. Mais mieux, non, je pense pas, et je pense pas qu'elle effacera les humains. Par contre, c'est vrai que pour ce que j'appelle la décadence contrôlée, tout ce qui est musique commerciale, voilà. Enfin bon, Aya Nakamura, elle est pas dure à remplacer, quoi. Je pense que l'IA peut faire nettement mieux. c'est pas un problème. Voilà, mais bon, avant d'avoir, enfin, je veux dire, Mozart restera Mozart. Beethoven, etc., etc. Il n'y a pas je me fais pas trop de soucis là-dessus. Bon, en tout cas, c'était un immense plaisir de vous avoir ce soir. Merci infiniment d'avoir phosphoré, d'avoir brainstormé, de nous avoir livré vos réflexions les plus intimes concernant ce sujet ô combien passionnant mais dangereux, on l'aura bien compris, et difficile pourtant à traiter. Et pourtant, vous l'avez fait avec beaucoup de pédagogie, de sérieux et de brio. Donc, merci à tous les deux. Vous avez gagné le droit de revenir la semaine prochaine pour pouvoir nous en parler à nouveau sous une autre forme, et notamment la robotique. Je pense que ça va être très, très intéressant. Et si vous avez des vidéos à la clé, si vous avez des choses à nous montrer, ça peut être très intéressant de pouvoir décortiquer ça. Malo, toi, tu t'intéresses à la robotique de près aussi dans ta société? Alors non, pas dans ma société actuelle, mais effectivement dans le passé, oui, c'était un sujet. Ouais. Alors que tu as une vision assez philosophique, on l'aura compris ce soir, des choses. En tout cas, merci à tous les deux. Peut-être, François, ton livre, tu peux en assurer la promotion du dernier et puis de celui en cours. Alors celui en cours, oui, c'est Alice au pays de Lucifer. Bon, c'est un livre qui traite pas de l'IA. C'est un livre qui traite de la question sociétale, mais vu à travers le prisme de la société du spectacle de Debord. Ouais. Chez quel éditeur, tu peux nous le redire? Chez K Édition, je sais pas si on le voit là. K Édition, c'est ça, exactement. Voilà. C'est celui-là. Il faut l'aider, notre ami François, qui a beaucoup perdu dans cette crise du Covid, mais qui gagne aujourd'hui d'un point de vue médiatique, et puis qui fait beaucoup de conférences également. Oui. Donc c'est un livre qui parle vraiment de questions sociétales, et qui est pensé comme une pilule rouge, hein, pour ceux qui ont vu le film Matrix, c'est-à-dire que
Alors pour les personnes qui sont déjà éveillées, ça va leur apporter quand même pas mal de bagages en matière de réflexion et de culture sur la compréhension de ce monde, et notamment la compréhension un petit peu de l'inversion des valeurs et de la marchandisation de la société, etc., etc. Et pour ceux qui sont encore bercés au discours de BFM, ça risque de modifier leur façon de penser. Et, ça va leur offrir un regard peut-être plus critique et un peu plus de recul sur le monde tel qu'il leur est présenté, justement. Donc ça, Ouais. c'est. Et puis le prochain livre qui va Ouais. arriver, ben, C'est à la fin, là, incessamment, tu là, es en train sous peu, d'écrire hein. l'avant-propos, là, c'est ça, tu es en train d'écrire l'avant-propos, non? Ah, tout à l'heure, j'avais terminé l'avant-propos et puis Ah, j'étais d'accord. dans. Ouais. Mais oui, il arrive je pense que même d'ici mars. Mars, il sera là. C'est captionem, hein, donc ça vient du latin captio et ça veut dire piéger. Voilà, et c'est un livre qui lui va parler par contre de l'IA, pas que hein, d'ailleurs, de l'IA, du transhumanisme, de la robotique, dans un projet de société coupé du monde qui sert de laboratoire. Et cette société-là est gardée captive derrière des murs par le biais justement de toute une stratégie d'ingénierie sociale et de narratif politique qui fait adhérer les gens, hein, suivant le principe de la servitude volontaire quelque part. Et donc c'est une réflexion sur l'ingénierie sociale et la politique et la gouvernance des masses dans un cadre totalitaire, mais en version 2.0, c'est-à-dire vraiment en utilisant tous les instruments qu'on pourrait utiliser déjà à l'heure actuelle pour maintenir une population piégée. D'accord. Bon, bah, messieurs, merci beaucoup. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Et très belle Merci, soirée à vous tous. Avec Merci. plaisir. Bonsoir à Au tous. revoir et à demain merci, donc, pour l'émission avec Jim Leveilleur. Au revoir. Merci Malo, merci François. Bonsoir. au revoir. Bonsoir.